Au niveau de la hiérarchie, c'est qu'en fait, le cinéma, c'est l'armée. Rendez-vous compte de ça. Hein. Donc lui, il est en haut. Toi, t'es genre même pas le paillasson. Comment l'univers est un peu fantasmé au départ. Tu sais, genre en soirée, quand tout le monde parle de son boulot, mais ça dépend des soirées, mais il y a des moments où j'ai même pas envie de dire le mien. Quand je dis en fait que je travaille dans le ciné, ça peut créer une émulsion où genre toi, actuellement, t'es pas du tout une émulsion, t'es loin d'être une mayonnaise, quoi. T'es plutôt une vieille chaussette morte, tu vois, alors je sais pas, tu sors le tournage. C'est la notion de se faire griller dans le cinéma qui existe énormément et qui fait très très peur. C'est tellement pas que de l'art. Genre c'est tellement une force et c'est tellement une arme de ouf, le cinéma. Angel Heart, quoi, personne n'en parle. Genre d'où il n'y a pas un jour férié pour que tout le monde regarde ce film, quoi, en fait. Dans la vie, genre, tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Et ouais, faut prendre des risques. Et parfois, il coûte hyper cher. Et ça fait vachement peur, mais faut y aller. Et on verra après. De toute façon, c'est en se pétant la gueule qu'on se rend compte de l'état de la croûte. Enfin, je veux dire, à un moment donné... On est de plus en plus nombreux et nombreuses à vouloir vivre de nos projets, de notre créativité, de nos idées. Et justement, Live Mentor, notre partenaire du jour, accompagne des milliers d'artistes, de freelances, de créatifs et d'indépendants à structurer leur activité et à en vivre réellement. Leur programme, c'est 3 mois de formation, un mentor qui vous accompagne pas à pas, avec qui vous pouvez échanger non-stop par écrit et que vous pouvez appeler toutes les 2 semaines, et une communauté de plus de 30 000 créatifs, entrepreneurs, artistes pour avancer ensemble. Et pour les auditeurs du podcast Sine Qua Non, vous avez 1 mois d'accompagnement supplémentaire offert par Live Mentor. Donc au lieu de 3 mois, vous avez 4 mois. Pour en bénéficier, vous pouvez dès maintenant réserver un diagnostic gratuit de votre projet et poser toutes vos questions. Je vous mets le lien en description. Dans le cinéma, il y a des métiers qu'on ne voit pas et dont on parle peu, et pourtant c'est grâce à eux que des films existent. Aujourd'hui, on reçoit Jeanne Bétain qui en a exploré plusieurs. La régie, la production, le casting, pour au final arriver à son métier d'assistante réalisatrice. On va plonger dans ces coulisses invisibles, on va parler de hiérarchie, de conditions de travail, de passion, de rencontres et surtout la manière dont on crée vraiment sa place sur un plateau. Jeanne, merci d'avoir accepté mon invitation. On s'était rencontrés il y a 6 ans maintenant sur le tournage d'un long métrage. Je me rappelle que tu gérais plus de 80 figurants et je me souviens à quel point tu tenais ça d'une main de maître, avec calme, de manière organisée, souriante et très joyeuse au milieu de ce grand chaos. Depuis notre rencontre, tu as accumulé plusieurs casquettes et de ce que j'ai compris de ton parcours, c'est ce qui te nourrit vraiment, c'est l'humain et les rencontres. Et donc ma question pour toi, c'est pourquoi avoir choisi le cinéma pour explorer ça ? Eh bien, pour être honnête, au départ, je savais pas du tout que j'allais faire ça. À m'écouter, genre, je n'aurais même pas misé sur ma personne pour faire du cinéma plus jeune. Ok. Ouais, vraiment pas. Je savais que j'étais hyper active. J'avais des carnets d'analyse où je regardais beaucoup les gens et j'essayais de comprendre. Et je savais pas que je pouvais trouver un métier où j'allais avoir autant de gens à regarder. Donc non, vraiment, le cinéma, finalement, c'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe, dans le sens où j'aimais bien les films parce que j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui en regardaient beaucoup. Donc j'ai pu suivre ça à leur côté. Mais je pensais pas tant en faire un métier. Et de fil en aiguille, de décision en décision et de rencontre, je me suis un peu lancée là-dedans. Enfin, c'était un heureux hasard. De base, je faisais du commerce. Enfin, genre, ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Et en gros, j'ai quitté le commerce un peu vite. Enfin, très vite même. J'ai même fui le commerce, finalement, au bout de 1 mois. Ah oui. Oui. Ah oui, non, c'est une fuite rapide en avant, un sprint. Et en fait, vu que j'avais plus d'école et tout, et que j'étais un peu perdue, je me suis dit, mais de toute façon, enfin, quitte à être une tarée qui a 18 ans, quitte une école, autant y aller jusqu'au bout. Donc, le cinéma, pourquoi pas. Et du coup, comment ça a commencé concrètement ? Concrètement, en fait, j'ai eu un... mes proches et même les gens avec qui je bosse me détesteraient d'entendre ça, mais j'arrête pas de dire que j'ai eu de la chance, alors que c'est pas forcément vrai. La chance, on l'a créée peut-être, certes. Mais en vrai, j'estime qu'il y a quand même eu des bonnes étoiles autour de moi. Parce qu'à peine j'ai eu la chance de décider de vouloir faire du cinéma, qu'en arrivant en première année, j'ai eu des opportunités de stage de fou malade. Après, j'ai un peu menti, parce que c'est un peu ma vie de vouloir aller plus vite que la musique, donc j'ai un peu dit que j'étais un peu plus vieille pour avoir un peu plus vite des stages. Ok. Voilà, j'ai un peu fait ça, jusqu'à ce que les gens me disent « Mais attends, on fête ton anniversaire, mais t'as 19 ans, t'en as pas 24 ?» J'étais là « Oui, désolée, excusez-moi. » Mais bref, et en fait, non, mais c'est vrai que j'ai eu un gros concours de chance qui fait que finalement, je suis arrivée là. Enfin, je suis arrivée sur des plateaux très, très rapidement. Et pour te dire, genre le Bazar de la Charité, ça a été mon premier projet aussi énorme. Et j'ai fêté mes 20 ans dessus. Ah oui.
C'est Et, impressionnant. et en fait, j'étais stagiaire, assistante de production, mais ça avait pris des proportions terribles parce que j'étais censée être étudiante. Or, euh, les fameuses étoiles dont je parle ont été là parce que ils ont envoyé un mail à une Jeanne qui devait commencer son stage. Moi, j'ai pris leur mail pour une réponse à mon mail de base. En gros, je disais, ouais, voilà, je sais que vous cherchez un stage et tout machin. Bon, alors vous cherchez 6 mois et avec beaucoup de critères. Moi, j'ai aucun des critères. Je suis dispo que 1 mois. Enfin, j'avais rien. J'avais fait un mail nul et j'avais reçu en réponse, coucou Jeanne, comme dit, rendez-vous lundi 8h. Ok, incroyable. Et donc, moi, j'étais en mode, mais MDR, bon, trop bizarre. Enfin, déjà, j'étais à mes doux, ok, on s'est rien dit, mais let's go. Donc, j'étais partie du sud parce que je suis d'originaire, enfin, je suis du sud-ouest. Je suis landaise et après, j'ai été bordelaise. Et bref, et donc je suis partie ni une ni deux de Bordeaux. J'ai pris un train à Paris. Je suis arrivée au bureau de Quad. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Mais C'est- tu peux le décrire aussi pour les Ah spectateurs oui. qui connaissent pas. En gros, imaginez que vous êtes toute petite souris et que vous pensez à commencer le cinéma genre dans les plus gros stéréotypes de grandeur. Et ben vous arrivez dans l'entrée de Quad. C'est-à-dire c'est un tapis rouge avec des affiches de films de fous malades, mais d'énormes projets vraiment. Et avec des petites marches comme ça quand tu arrives, et le truc était monstrueux quoi. Et ça fait énorme usine, je sais pas, c'est comme un immense open space où t'as vraiment un accueil, rien que ça c'est fou. T'as une meuf à l'accueil, enfin genre tu sais, qui va t'accueillir pour te dire bonjour, bienvenue dans les bureaux de Quad. Vous avez rendez-vous avec qui machin. Donc moi je me suis présentée, j'étais là, mais je suis Anne Bétain. On m'a dit de venir comme convenu. Et en fait la meuf est arrivée, et quand elle m'a vue, elle est tombée genre des nues parce qu'en fait c'était pas moi qu'elle voulait. Elle avait répondu oui, rendez-vous lundi comme convenu, à une autre Jeanne dans sa tête qu'elle voulait prendre en stagiaire, qu'elle avait déjà rencontré, casté et tout. Et en fait, ben moi j'étais là. Donc je lui ai dit, ben, pas de souci, enfin, le stage est pris, ok. Je me suis tapé le train. Les billets, quand tu es étudiant, ça coûte cher. Est-ce que vous pouvez m'accorder 1 heure? Et finalement, je me suis retrouvée à papoter avec Delphine, qu'elle s'appelait, avec Marc et Delphine, c'était deux. Et finalement, c'est horrible pour l'autre, mais ils n'ont pas pris la stagiaire qu'ils devaient prendre et ils m'ont pris moi. Et au lieu de faire 1 mois, ils m'ont demandé d'en faire 2. Puis après, au bout de 2, ils m'ont demandé d'en faire 3. Puis ça a grandi. J'ai été en discussion avec l'école. Finalement, je suis rentrée à l'école pour finir juste mon année. Et après, j'ai commencé, quoi. C'est complètement fou. Là, de ce que tu me racontes, enfin, tu dis que tu as eu de la chance, mais tu as aussi eu de l'audace et un côté débrouille pour trouver ces premières opportunités. Tu as un peu foncé dans le tas et du coup, tu as eu ces opportunités-là. Mais donc, enfin, c'est super intéressant. Et donc, tu arrives avec ce premier stage-là, ça se passe super bien. Mhm. Tu continues, du coup, au lieu de faire 1 mois, tu fais 2, 3, etc. Comment tu passes de ça, justement, à avoir autant de casquettes, parce que tu en as eu beaucoup ces dernières années? Est-ce que c'est de tournage en tournage que tu rencontres des gens et que, du coup, ces nouvelles rencontres te créent des opportunités? Comment ça s'est passé concrètement pour toi? Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai beaucoup de casquettes. Tu vois, c'est comme j'ai beaucoup de bijoux. Si je peux avoir plus de têtes pour avoir plus de casquettes, je le ferai, tu vois. Non, mais je pense en fait que je suis hyper curieuse. Enfin, dis-toi, quand tu es une enfant hyper active, que tu aimes les gens et que tu découvres un univers dans lequel tu rencontres, je sais pas, mais tous les mois, tu peux rencontrer entre 50 à 150 personnes. Oui. C'est un truc de malade. Du coup, bah, ça a été hyper dur en fait de me figer une casquette au départ. Parce que j'avais pas du tout envie de faire un mauvais choix. Parce qu'en plus, après, je fais des lubies dans ma vie. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que j'aime un truc, j'y vais trop à fond et je vais y rester hyper longtemps. Donc, je me suis dit, avant de prendre la casquette qui va être vissée sur ma tête pendant quand même pas mal d'années, autant être sûr du choix à faire. Et du coup, je me suis donné l'occasion. Enfin, j'ai juste exactement ce que tu dis, eu la chance de rencontrer des gens et leur dire à tous, en fait, je suis curieuse et je suis très active, donc je pense que je peux me concentrer vite et vite comprendre. En tout cas, j'apprends vite, c'est sûr. Et comme tu disais, le côté débrouillardise, écoutez, moi, ça me faisait marrer, donc bon. Et en fait, les gens m'ont donné ma chance, quoi. Donc, j'ai commencé assistante de prod. Suite à ça, du coup, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. De ces rencontres, ça m'a surtout, à l'époque, construit une petite assurance, hein, parce que gros syndrome de l'imposteur quand tu arrives dans des milieux comme ça, hein, Oui. on va pas se mentir, c'est quand même très particulier. Il y a des gens qui rêvent de faire ça depuis qu'ils sont nés. Bon, moi, je suis arrivée dans le cinéma, je connaissais pas David Lynch. Hein. Enfin, tu vois, j'avais pas de culture G, je m'en foutais réellement. Tu me disais, qu'est-ce que c'est un travelling? Je pensais que c'était juste un mot anglais dont j'avais pas la définition, tu vois. Enfin, il n'y avait pas ce truc d'essence, de Oui. vie.
Et en fait, c'est forcé de rencontrer des gens que j'ai eu de l'assurance pour après moi-même recontacter d'autres personnes et leur dire voilà, je viens de faire de la salade prod, mais je suis un peu chaud de faire aussi de la régie parce que ça a l'air un peu chiant et que je pense qu'il faut toujours bien démarrer par les trucs chiants pour mieux les comprendre aussi, les gens. Et après de la régie, je me suis dit, tiens, en fait, je vais faire de la mise en scène. Donc, je suis partie à la mise en scène. Mais en fait, tout a été assez naturel et logique. Donc, avec toutes les étoiles derrière moi qui me poussaient à faire un flipper, de film en film, d'essayer de comprendre et de voir. Donc, c'était assez rigolo. Et bref, du coup, j'ai fait de la mise en scène. Pendant la mise en scène, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs grades. T'as 3e assistant réal, 2e assistant réal, 1er assistant réal. Chaque poste a un métier très différent. Et donc, pareil, je me suis dit, mais en fait, ça me fait chier là d'être 3e, j'en ai marre, je veux monter. Sauf que j'étais jeune, donc il fallait attendre. J'avais pas envie d'attendre. Du coup, je me suis dit, quitte à vieillir, autant découvrir un nouveau métier. Et en fait, il se trouve qu'on m'a mis sur le chemin du casting. Et j'ai eu la chance inouïe de pouvoir essayer le casting, du coup. Puis j'étais aux côtés d'une chef qui était ouf. Une nana qui bossait hyper bien, qui était très, très inspirante, Amélie. Et du coup, j'ai pu découvrir le casting avec elle et c'était fou furieux aussi, tu vois. Pendant 2 ans, j'ai fait que ça, jusqu'à ce qu'en fait, je refasse machine arrière pour redire à Amélie, en fait, c'est genre, la mise en scène me manque beaucoup, donc je vais y retourner. Et donc, je suis retournée à la mise en scène, je suis passée en 2e. Puis pareil, 2e, ça m'a saoulée. Est-ce que pour les auditeurs qui connaissent pas les différences entre 1er, 2e et 3e assistante réelle, est-ce que tu peux expliquer ? Oui, carrément. Je vais vous dire ce que je dis à mes élèves, parce que je donne des cours de ciné. Donc, plus, une casquette de plus. Je t'ai dit que j'aurais adoré avoir plein de têtes, être une hydre. Non, alors en gros, dans l'équipe mise en scène, donc déjà l'équipe mise en scène, on a un peu la surface robotique du réalisateur. C'est qu'un réalisateur, c'est une âme dans un corps. Donc c'est-à-dire c'est lui qui a une idée, et après il va caster des gens, et chaque genre représente un membre du corps pour un peu faire avancer le bonhomme et créer le film à la fin. Nous, à la mise en scène, on est là vraiment pour rallier tous les membres ensemble. Okay, c'est vraiment l'orga pur. Dans ce centre qu'est l'organisation, il y a 3 postes, 3e, 2e et 1er. Chacun d'eux a des missions très précises et le but, c'est d'avoir l'œil et le regard partout. Plus on voit les gens, plus on sait de quoi ils ont besoin et comment répondre à leurs problématiques et tout ça au service du film. Donc, il faut imaginer 3 cercles, les copains. Je vous invite à imaginer un très grand cercle, un cercle au milieu un peu moins grand et un tout petit bien au centre. Ok ? Bon. Le 3e cercle qui est hyper grand, c'est le cercle du 3e assistant réalisateur. Il est vaste, il est loin. Plus vous allez vous rapprocher du centre, plus vous êtes collé au réal. Ok ? Donc le 3e, il est dans le dernier cercle d'un plateau de cinéma. Dans ce dernier cercle, c'est les gens qui sont le moins souvent au contact du réal et aussi proches du projet d'un point de vue aussi artistique, mais qui y contribuent tout autant et qui sont tout autant nécessaires. Donc le 3e, lui, il va s'occuper des loges, parce que les loges, c'est toujours excentré. Oui. Genre les carloges, là où les figures, là où tous les gens se préparent le matin, avec les habilleuses, les maquilleuses, les coiffeuses, les comédiens, tout ça. Eh bien ça, c'est le 3e qui va le gérer. 3e cercle, le plus loin du coup du réalisateur. Pour le coup, physiquement, il est loin là. 2e cercle, c'est le 2e assistant réal. Le 2e assistant réal, lui, il est là pour tous les techniciens qui gravitent sur le plateau. Okay ? Donc il va devoir s'occuper de que toutes les infos soient transmises les unes aux autres et que ceux qui sont très très proches du noyau n'aient pas vraiment besoin d'y aller pour avoir une réponse, puissent passer par lui. Et aussi, il fera le lien avec le 3e. Et du coup, pour dire au 3e comment ça se passe dans ton univers là-bas tout loin avec les loges. Et après, dire lui-même en tant que 2e au 1er, chez le 3e, il y aura du retard. Donc prépare le réalisateur, il y aura du retard là-dessus. Pour la lumière, il transmet les informations qui sont vraiment sur tout le plateau. Et après, vous avez le 1er cercle, noyau dur, où là, vous trouvez le 1er assistant réal aux côtés du réalisateur, de sa ou son script et du ou de la directrice de la photographie. Voilà. Super intéressant. Merci. Parmi toutes les casquettes que tu as pu porter justement ces dernières années, tu dirais que c'est laquelle qui t'a le plus transformé ? Humainement, professionnellement, celle qui t'a le plus transformé ou celle qui t'a le plus marqué aussi ? En vrai, marqué, moi je dirais le casting. D'accord. C'est-à-dire que là, je m'épanouis beaucoup en tant que première parce que c'était un peu l'objectif final. Donc j'y suis, j'y suis bien. Mais le casting, cet univers-là, il m'a beaucoup, beaucoup marqué. Je l'ai trouvé fou. C'est complètement... C'est assez déjanté, c'est rigolo et en même temps, c'est hyper rigoureux. Il faut avoir une espèce de structure très, très dure.
Moi qui suis éparpillée et qui ai tendance à être hyperactive, là, faut se concentrer, quoi. Quand vous engagez 3000 personnes, il y a intérêt d'être un peu concentré. Bien sûr, je les engageais pas seuls, on était plusieurs, mais c'est quand même une dose de travail que j'imaginais pas non plus de ouf comme ça. Voilà, le casting, moi, je dirais. Et sur le casting, juste une petite parenthèse, comment vous choisissez justement les comédiens? Enfin, Alors, les rôles, euh, parce qu'en fait, du coup, dans le casting, tu as plein de trucs. Tu as le casting rôle, d'accord. en gros, tu as les directrices de casting pour les rôles. Tu as les directrices de casting et directeurs aussi, hein, je vais les féminiser, pour les petits rôles et la figuration. C'est pas du tout les mêmes choses. En gros, les directrices rôles, généralement, c'est des personnes qui sont en contact avec beaucoup d'agences, qui ont une culture générale concernant l'univers de l'acting, des nouveaux acteurs, des étoiles montantes énormissimes. Et donc, eux, ils sont en contact directement avec les comédiens et avec le réalisateur pour viser au mieux comment le personnage est censé être, en fait, physiquement et dans l'attitude et dans le jeu, tout ça, machin. Donc, les grands stars ne passent pas de casting, mais après, parfois, les réalisateurs peuvent quand même en demander, en mode on veut quand même les voir. Et donc, ils les font passer. Et moi, j'ai travaillé aux côtés d'une Dircast figure et petit rôle, donc qui est autre chose encore. Et on faisait quand même des castings aussi de comédiens, mais juste on partait à partir du rôle 6, si tu veux. Les 6 premiers rôles, tu avais une Dircast d'abord qui était engagée. En fait, les Dircast rôles, c'est un peu genre comme une mafia des contacts, tu vois. Parce qu'elles connaissent tout Paris, donc c'est un truc de fou. Et tu vas vers elle, c'est un peu comme des directeurs artistiques. Tu y vas parce que tu sais qu'elle va te donner ton personnage, tu vois. Nous, l'équipe des petits rôles et de la figure, on va pouvoir effectivement faire passer beaucoup de gens en essai et avoir plus de liberté peut-être, en fait, tu vois. Parce que quand même, les 6 premiers rôles, c'est aussi généralement les têtes d'affiche, il y a aussi les questions financières. Enfin, il y a plusieurs sujets autour de ça. Est-ce que tu dirais que du coup ta vision du cinéma a changé et évolué ces dernières années justement avec toutes les casquettes que tu as pu avoir? Ah, de ouf, carrément. Dans quelle direction? Non, j'ai l'impression que je vais à chaque fois te répondre dans plusieurs. On était comme ça. Parce que je suis hyper active. Non, déjà maintenant je galère à regarder des films juste en tant que spectatrice, quoi. C'est fou. En oubliant tout ce qu'il y a derrière. Tu sais, je vais être insupportable, mais avec mon chéri, genre, je suis vraiment le genre de personne qui peut lui dire, qui parle en fait pendant les films. Je peux pas m'en empêcher. Parce que je veux dire, ah, mais le truc de malade, là, mais ils ont fait ça là. Ah ouais, c'est une grue, ouais. Ah ouais, pas mal. Ah, belle idée mise en scène. Hein. Ah, là, il y a un faux raccord figure. Tu vois, là, le figurant, il est passé à gauche, mais pas à droite. Enfin, c'est. Déjà, du coup, ça a changé mon approche du cinéma parce que quand tu y travailles, tu regardes pas du tout les films de la même façon. Tu as une tendance à les regarder avec un œil professionnel. Donc, c'est plus long de rentrer dans les films. Et aussi, du coup, tu oublies comment l'univers est un peu fantasmé au départ. Tu sais, genre en soirée, quand tout le monde parle de son boulot, ça dépend des soirées, mais il y a des moments où j'ai même pas envie de dire le mien parce que je sais pas, je suis pas dans le mood où genre il y a plein de raisons qui peuvent exister. Et je me dis, quand je dis en fait que je travaille dans le ciné, ça peut créer une émulsion où genre toi actuellement t'es pas du tout une émulsion, t'es loin d'être une mayonnaise quoi. T'es plutôt une vieille chaussette morte, tu vois. Alors je sais pas, tu sors le tournage. Alors c'est quoi ton travail? Antoine nous a dit que tu travaillais dans l'art, c'est quoi? Et là tu dis ouais, je travaille dans le cinéma. Et tout le monde s'émerveille et c'est trop chouette. Mais c'est vrai qu'en fait, du coup, quand il bosse, toi, l'émerveillement, il s'amoindrit aussi, tu vois. Mais c'est logique. Tu le retrouves parfois dans certaines configurations, mais globalement, tu banalises quelque chose qui n'est absolument pas banal quand même, tu vois. Qu'est-ce que ça a changé? Ma culture G aussi. Parce que du coup, quand tu commences à t'intéresser au ciné, genre d'un point de vue technique, pendant mes études notamment et les stages, je me suis dit en fait, c'est tellement pas que de l'art. Genre, c'est tellement une force, c'est tellement une arme de ouf, le cinéma, qu'il faut tout regarder pour comprendre un petit peu quels sont les anciens artistes qui ont fait quoi et qu'est-ce que ça a pu permettre de changer, quoi. Ça apporte ça. Faire des changements aussi dans la société, et ça c'est encore un énorme débat. Donc aujourd'hui, tu es première assistante réalisatrice. Tu nous as un peu expliqué tout à l'heure. Pour toi, c'est quoi le cœur de ce métier et comment toi tu l'approches au quotidien? Globalement, c'est la communication. C'est savoir faire dire au réalisateur tout ce qu'il a dans sa tête pour qu'on comprenne vraiment, vraiment là où on doit aller. Donc c'est vraiment beaucoup de paroles en fait, d'être très présente pour quelqu'un et de lui tirer toutes les infos qu'il a dans sa tête parce que les réals, on rappelle, c'est quand même des personnes qui généralement mettent des années et des années avant de réaliser leur film. Donc nous, en tant qu'assistant réal, quand on arrive, on est un peu des sages-femmes. On fait tout pour qu'ils puissent accoucher du projet, quoi. Mais d'un point de vue artistique et en l'éloignant le plus possible un peu des côtés très réels. On va lui dire, ouais, écoute, tu veux quoi? Tu veux une maison toute rouge? Ok, pourquoi? Il va t'expliquer. Et une fois que tu as capté le truc, c'est à toi d'aller voir toutes les équipes déco, menuiserie, machin, bordel, pour leur dire qu'il faut du rouge et qu'est-ce que voulait le réal. Pour lui, qu'il n'ait pas à le faire, si tu veux. Donc, tu as une espèce de truc d'accompagnement. Donc, la communication. Communication au cœur du métier.
Et est-ce que tu as le choix d'influer un peu sur ces décisions ou pas? Des choix artistiques? Oui. Alors ça dépend des assistants réels. Tu as des assistants réels qui aiment pas trop se positionner artistiquement, justement. Moi, j'adore ça. Moi, au contraire, je suis quand même pas. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup organiser et je trouve un énorme plaisir à ça. Mais je trouve ça surtout génial d'accompagner. Donc, dans l'accompagnement, il y a aussi parfois la solution à donner. Enfin, ou pas à donner, mais à proposer. Notamment dans des concepts en plateau. Si jamais il se met à pleuvoir des trompes d'eau, que le plan dans le réel voulait, on ne peut pas le faire parce que c'est dangereux techniquement, mais qu'il faut quand même tourner quelque chose. Ben, nous, à la mise en scène, du coup, on est censé avoir un recul et une connaissance telle du projet, comme les chefs-op aussi, tu vois, différents, mais à notre poste, qu'on est censé leur dire, bah, écoutez les gars, moi j'ai peut-être une idée, est-ce que ça pourrait marcher ou pas? Jamais s'octroyer l'idée, mais toujours, en tout cas, connaître suffisamment le film pour se dire qu'est-ce qui pourrait servir au film, quoi. Toi, c'est quoi qui t'a donné envie d'aller faire ce rôle-là plutôt que justement rester dans le casting ou rester dans les autres métiers Et bien en fait, je pense vraiment, c'est être au plus proche de la création. Parce qu'en fait, je n'ai aucune envie de réaliser dans ma vie, pour l'instant. Je vais pas dire jamais, jamais, mais en vrai, jamais, jamais, je pense. C'est pas grave. Mais non, mais sans déconner, je veux absolument pas réaliser. Par contre, je suis fascinée par ce métier-là. Tu sais, je l'aime tellement pas, ce métier. Genre, je n'aimerais tellement pas être réalisatrice parce que je ne comprends pas. Je trouve ça horrible, en fait, cette espèce de truc d'hyper responsabilité, d'avoir un avis sur tout, d'avoir une patience. Mais une patience, mais mon pauvre, mais c'est horrible. Il y a des gens, ils écrivent des films, ils les réalisent 10 ans plus tard. C'est fou. Pour moi, c'est moi qui suis hyper active, si tu veux, c'est l'opposé de moi. Je comprends pas qu'on est. Enfin, comment tu peux attendre 10 ans, tu sais? Du coup, je pense que ce qui m'a donné envie, c'est de rencontrer ces gens-là qui me fascinent déjà de base, tant je les estime merveilleux, enfin, remplis de différences avec ma personnalité, donc hyper intéressant à rencontrer. Dans nos précédents échanges, tu me disais que plus le temps avançait et plus tu préférais aller vers des projets humbles plutôt que des grosses productions. C'est quoi qui a motivé cette décision Eh bien, finalement, c'est parce que c'est très bête. Ce que je vais dire peut-être, non, c'est pas forcément bête, mais juste c'est mes goûts. Dans les grosses prods, en tout cas que j'ai pu faire, je voyais pas trop de sens artistique. Du coup, les métiers devenaient très vite un peu bêtes et méchants, je trouve. Enfin, je pense que vraiment j'ai une addiction au fait d'être proche de la création, de pas être à l'origine, mais d'être très très proche. Et au sein des grosses usines, j'y retrouve pas ça en fait. Parce que c'est dur de créer quand il y a 4000 personnes qui créent en même temps, quoi. Oui. C'est pas très intéressant. Alors que dans les projets plus pauvres et plus. Enfin, pauvres, ça me rend malheureuse qu'ils le soient. J'aimerais bien qu'ils aient de l'argent pour faire leur film. Mais non, mais dans les projets plus humbles où il y a moins de gens, pas forcément moins de gens, mais qui sont pas des gros blockbusters américains, quoi, si tu veux, ben, du coup, tu es encore plus en contact avec tout le monde, tu vois. Tu vas vraiment parler à tout le monde et c'est beaucoup plus à taille humaine. Et encore taille humaine, je te parle de 50, tu vois. Oui. Mais sur les trucs américains, c'est juste que parfois tu montes à des plateaux de 200 ou 300 personnes. C'est énorme. Tu peux pas rencontrer 300 personnes. Enfin, même si tu as envie, sur une journée, enfin, c'est bizarre, tu vois. Et avec autant de rencontres, les différentes personnalités que tu peux croiser et que tu peux aussi avoir à gérer, comment justement tu gères les émotions des gens? Est-ce que tu rencontres des gens avec des égos? Est-ce que tu as des difficultés sur ces points-là? Alors ça, c'est marrant. C'est un truc qui évolue vachement. Je pense que quand tu démarres, tu es vraiment impressionné par quiconque. L'autre t'impressionne parce qu'il est déjà là, tu vois. Et plus tu continues, plus du coup, tu réalises que tu fais un travail finalement. Tu n'es pas, t'es pas un clown, t'es pas un cracheur de feu en train de divertir. Tu es là pour être payé pour une mission en particulier. Du coup, tu dédramatises les choses et donc les égos des gens notamment, tu vois, moi je laisse beaucoup moins passer. Mais après, j'ai le poste qui me le permet aussi maintenant, tu vois. En montant en poste, j'ai plus le droit, et encore que c'est vraiment pas bien à faire, de dire à quelqu'un va te faire voir, tu vois. Enfin, c'est pas possible de faire ça. Mais oui, les égos mal placés et les gens toxiques et méchants, il y en a beaucoup, comme dans beaucoup de métiers, je pense, et de milieux. La seule différence dans le cinéma, c'est que oui, parfois ce sont des têtes d'affiche, donc en fait, on peut pas non plus trop crier parce que si la tête d'affiche part, compliqué de faire le film finalement. Donc bon, prendre un peu sur soi. Et à part ça, est-ce qu'il y a d'autres difficultés sur le plateau qu'on n'imagine pas forcément, nous, en tant que spectateurs de l'extérieur? La météo. Non, c'est un peu le premier truc qui me vient à l'esprit, mais c'est parce que, enfin bref, là actuellement on est je suis sur un film justement où on cherche à avoir la pluie. On cherche la pluie de ouf. Sauf qu'installer des rampes à pluie, ça coûte mais une blinde absolue. Puis bon, c'est quand même nul de devoir faker la pluie. Enfin, ça rend pas aussi bien parfois. Enfin, ça peut rendre bien, mais il faut encore plus d'argent pour que ça rende bien. Mais donc ouais, non, la météo, ça on dirait pas. Mais les copains,
Sachez que nous, dans le cinéma, les assistants réalisateurs, nous détestons ne pas avoir la main mise sur la météo. Parce qu'étant donné que nous sommes des gros contrôles fric, que nous essayons d'avoir tout en main, la météo, ce n'est pas notre copain. Effectivement, c'est très compliqué, je pense, de gérer ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de tournages aussi qui se font en intérieur qu'avec des lumières artificielles. Oui, en studio. En studio, exactement. Ça, c'est hyper dommage parce qu'en fait, tu perds le... Enfin, à tout faire en studio, on ne sait plus faire du vrai, tu vois. Alors que le but du cinéma, c'est de se rapprocher du vrai. Sinon, les gens ne comprennent pas de quoi on parle. C'est complètement con. Enfin bon. Sauf Star Wars, évidemment. On ne connaît pas les dégâts. Là, oui, allez-y. Allez en studio pour faire de la fiction comme ça, il n'y a pas de souci. Mais... J'aimerais bien qu'on aborde le sujet de la hiérarchie et de l'organisation et des conditions de travail de manière générale. Toi, comment tu décrirais la structure hiérarchique dans laquelle tu évolues sur les plateaux? Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur ce sujet-là? Moi, ce qui m'a marqué sur la hiérarchie, c'est en fait, on dirait pas les copains, mais... Alors, j'ai un gros tic verbal, je vous préviens directement. Je dis les copains tout le temps. Voilà, c'est mon grand truc. Au niveau de la hiérarchie, c'est qu'en fait, le cinéma, c'est l'armée. Rendez-vous compte de ça. Hein. Un plateau de cinéma, c'est aussi dur en termes de position et de hiérarchie qu'à l'armée. Et encore que ça, maintenant, avec les nouvelles générations qui arrivent, avec les postes pour la... Enfin, les postes qui sont en train d'être créés pour le harcèlement, enfin, contre le harcèlement, pas pour, mais justement pour sécuriser, en fait, les techniciens, les hiérarchies sont en train un petit peu de souffler. Mais moi, à l'époque où j'ai découvert le ciné, c'était vraiment fou, quoi. Genre, en fonction du poste que tu as, tu ne peux pas parler à un autre poste. Moi, c'est comme ça que j'ai appris, en tout cas, au départ, quoi. Donc, si tu es stagiaire, tu ne parles pas à un tel métier parce que lui, il est là. Donc, lui, il est en haut. Toi, tu es genre même pas le paillasson. Alors, le jour où tu seras un paillasson, tu auras déjà le droit d'être devant la maison. Là, moi, je te parle, t'es le dernier arbre au fond du champ, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est assez impressionnant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'avait un peu bousculé à l'époque, surtout que j'avais un tempérament très impulsif, pas impulsif, mais très spontané. Exemple, tu me fais une blague et je la trouve drôle ou j'en sais rien, j'entends une blague que je trouve pas drôle, je peux le dire. À l'époque, maintenant, bon, j'ai appris à me taire un peu plus quand même. Et en fait, ça, c'est pas possible sur un plateau de cinéma. Parce qu'en fonction de la personne à qui vous parlez, ça marche pas, quoi. Oui. Donc ça, c'était beaucoup ainsi il y a quelques années et ça en voie de changer. Ça n'est pas encore le cas, bien évidemment, ça mettra du temps. On va prendre ce temps-là pour bien le faire, d'ailleurs. Mais ouais, la hiérarchie au ciné, c'est... Et ça s'explique comment? Enfin, par quoi? Par beaucoup d'humains ensemble. Malheureusement, c'est un peu, je pense, un effet social où je sais pas trop la raison exacte. Je pense que beaucoup de gens s'intéresseraient à ce sujet, d'ailleurs. Mais pour travailler en cohésion, il faut un cadre. Okay. Et pour avoir un cadre, il faut des règles. C'est comme pour jouer à un jeu. Si je te mets des cartes et des couleurs, mais que tu n'as pas de règles du jeu, tu vas l'inventer. Mais du coup, pour l'inventer, tu vas créer des règles. C'est exactement pareil pour faire un film. Plus il y a de gens, plus il y a besoin d'avoir des missions spécifiques. Pour rebondir sur toujours les conditions de travail, travailler dans le cinéma et être au rythme des tournages peut être assez particulier. Comment tu trouves ton équilibre, toi, entre le travail et la vie perso? Très bonne question. Tu vois, justement, je pourrais même rebondir sur la question de tout à l'heure, la différence aussi avec les blockbusters, les gros projets. J'ai aussi quitté un peu pour ça par rapport à ma vie perso. Parce que plus vous faites un film conséquent, plus vous partez longtemps, en fait. Et quand on démarre, partir 6 mois, on s'en fout. Puis quand on devient la meilleure tata de l'univers, ce qui est mon cas depuis peu, mais je suis évidemment géniale là-dedans. Des gros bisous à Germain. En vrai, ça devient un peu plus prioritaire d'avoir une vie perso. Et malheureusement, les tournages, étant donné qu'on est appelé du jour au lendemain, qu'on peut partir n'importe où, quand on vous appelle que pour des séries, des gros films ou quoi, et que on parle de 6 mois de travail, en fait, vous dites... Enfin, oui, vous allez rencontrer plein de gens et faire de super expériences, c'est trop cool. Mais par contre, votre vie perso, des gens qui vous accompagnent le plus et qui sont votre âme, vous les oubliez, quoi. Donc personnellement, moi, c'est encore un sujet sur lequel j'apprends beaucoup. Enfin, je fais encore au mieux et c'est toujours dur, finalement. En fait, ça fait un peu comme d'avoir une double vie, finalement. Enfin, c'est un peu particulier, tu vois. Surtout que toi, t'es pas à Paris, donc j'imagine que ça rajoute encore plus de déplacements. C'est ça. En fait, le truc, c'est que moi, là, maintenant, je suis à Bordeaux. J'ai été à Paris pendant 7 ans. Et j'y vais toujours autant parce que en fait, je peux vivre autant à Bordeaux qu'à Paris. Donc ça, il n'y a pas de souci d'un point de vue genre localisation, hébergement, quoi. Mais oui, c'est encore plus de strates. Mais finalement, quand j'étais à Paname, j'ai fait un nombre de films en dehors de Paname qui était fou, ça aussi. Enfin, il y a une période de ma vie, j'ai jamais autant tourné dans le sud-ouest qu'en étant à Paris. Putain, mais c'est fou. Alors, je suis originaire du sud-ouest et que je voulais juste y retourner. Et maintenant que je suis dans le sud-ouest, je tourne vachement à Paris, mais on me propose aussi d'aller à l'étranger. Enfin, ça... C'est un peu particulier, quoi. Avec ton expérience, qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans la manière dont on travaille sur les plateaux et dans le cinéma de manière générale? Ce que j'aimerais voir évoluer en train d'arriver, je pense, doucement, c'est quand même un drôle de milieu dans lequel, vu qu'il y a beaucoup d'ordres à respecter,
je trouve qu'il y a des abus. Enfin, il y a pu avoir des abus en tout cas. Et on le sait. Le mouvement MeToo a tout fait péter en 2017, mais ça avait commencé bien avant. Mais bon. Et ça, pour le coup, c'est un peu, je trouve, difficile dans ma vie perso en tout cas. Les moments où j'ai fait des projets avec des humains que je trouvais excessivement nocifs, ça, enfin, je trouve ça horrible et ça a encore besoin d'évoluer et de grandir, tu vois. Donc, Mais tu vois du mieux quand même. ouais, après, tu vois, ce qui est paradoxal, c'est que je vois du mieux et malgré le mieux, bah, il reste, enfin, tu continues à avoir des trucs nuls. Tu vois, pas plus tard qu'hier, j'étais sur un tournage avec, soi-disant, un grand monsieur qui n'est pas acteur d'ailleurs, sachez-le. Non, c'était genre le PDG d'une marque, bon, on s'en fout, tu vois. Et, mais un odieux personnage. Enfin, personne qui se prend absolument pas pour rien et qui, du coup, se permet beaucoup. Enfin, en termes de parole ou de dévalorisation de l'autre, il n'y a pas de problème parce que monsieur se prend pour Dieu et qu'il faut respecter ça parce que c'est pour lui qu'on travaille. Mais t'es en mode, mais ça va pas la tête. Enfin, voilà. Et puis, vu que j'ai un caractère où je déteste l'injustice, moi, ça, c'est un truc, ça commence à me tendre sévère, quoi. C'est-à-dire que les abus en fait, c'est de l'abus de pouvoir. Et je trouve ça nul, minable, et ça me donne envie de les gifler, les gens, verbalement. Et je pense que plus tu prends en âge et en expérience, et moins tu laisses passer aussi ce genre C'est de ça. choses. Mais en fait, plus tu te laisses pas impressionner, en tout cas. Moi, il y a vraiment ce truc-là. Et c'est-à-dire que maintenant, je suis à un stade où j'ai suffisamment confiance dans les gens avec qui je bosse, en fait, pour que si je m'énerve en plateau et que je me fais griller, parce qu'il y a aussi la notion de se faire griller dans le cinéma qui existe énormément et qui fait très très peur, ben maintenant je m'en fous. Je me dis en fait si on me grille parce que j'ai pas, je sais pas moi j'ai pas, parce qu'en fait c'est quoi, c'est parce que j'ai pas cédé, j'ai pas ri ou j'ai eu le malheur de juste poser une limite et on me grillerait pour une de ces 3 raisons alors que les 3 sont saines. Donc finalement je suis gagnante dans l'histoire. Mais ça met du temps avant d'arriver à ce stade-là quoi. Au départ on dit rien, on a peur, on se dit putain si je suis grillée j'aurai pas de travail, je pourrais pas faire mes heures parce qu'il y a quand même un statut très bizarre aussi dans l'intermittence. Pour continuer sur le sujet de l'intermittence, toi, ton année, elle s'articule comment? Est-ce que, et aussi sur le point de vue financier, est-ce que tu as besoin d'un nombre de projets par an et du coup tu arrives facilement à l'atteindre? Ou est-ce que tu as des mois ou des années qui sont plus durs que d'autres? Moi, il faut partir du principe que je ne sais jamais ce que je vais faire l'année prochaine. Vu que c'est de l'intermittence, c'est-à-dire que là, ne serait-ce qu'avec mon chéri, organiser des vacances ou avec ma famille, c'est mes amis, enfin bref, on s'en fout, ma vie perso, mais c'est une catastrophe. Donc, généralement, en tout cas la moyenne que je peux vous dire depuis les années où je bosse, globalement, je peux faire dans les décisions que j'ai prises, c'est-à-dire pas quand je faisais des blockbusters, à l'époque des gros films machin, je faisais un projet, enfin 2 projets par an, ça me faisait l'année. Tu vois. Tu faisais 2 longs métrages, ça faisait toutes les heures. C'était nickel, c'était plié, hop là, emballé. On faisait les cadeaux à Noël sans problème. Maintenant que je suis partie de là-bas et que j'ai découvert le milieu un peu plus précaire du cinéma d'auteur et de genre que je trouve excellent d'ailleurs, ben j'accepte plusieurs projets en même temps. Donc ça s'articule en moyenne, je sais pas, en 3 mois, je vais faire entre 3 à 20 projets en même temps. Donc c'est un peu très particulier. C'est-à-dire que là maintenant, si tu veux, pour me retrouver aussi financièrement et tout en restant en adéquation avec mes pensées artistiques et mes valeurs personnelles, je vais accepter de faire des films. Mais par exemple, un film très mal payé, on va pas me payer toute la préparation, on va pas me payer tout le tournage. Sauf que moi, en fait, si je ne partais que sur cette paye-là, je pourrais pas vivre. Donc, je me rajoute un autre film aux mêmes conditions de merde. Comme ça, les deux ensemble, ça fait à peu près quelque chose de presque correct, mais qui ne l'est pas encore. Vous saupoudrez de donner des cours dans l'année. Moi, je me suis mise à donner des cours de ciné dans des écoles de cinéma. Et là, vous commencez à vous y retrouver à peu près financièrement. Par contre, du coup, la place qui vous reste pour la vie perso, c'est juste la cerise, histoire de décorer, mais pas vraiment de manger à sa faim, quoi. Du coup, tu as un copain très compréhensif. Et Ouais. Ouais, bah, en fait, surtout que je sors. Enfin, mon amoureux, si tu veux, il est pas du milieu. Et c'est vrai que c'est assez agréable finalement. Parce que moi, quand je suis avec lui et le monde du cinéma s'arrête. D'un temps, j'étais avec quelqu'un d'autre qui, lui, était là-dedans. Et c'est vrai que c'est particulier, quoi. Sortir avec une personne qui n'est pas du milieu, c'est quand même une très bonne idée aussi, je trouve, personnellement. Et il est très compréhensif, effectivement. Il faut, malheureusement. Mais comme mes meilleurs potes doivent l'être, quoi. Oui. Et ma famille, enfin, la vie perso, quoi. Les gens qui m'ont choisi dans leur vie perso, je pense parfois ils le regrettent, mais parfois ils s'en sont fiers. On va passer aux anecdotes. Est-ce que tu peux me raconter une journée de tournage qui t'a particulièrement marqué? Elle dira que je ne fais que parler d'elle, c'est pas grave, je m'en fiche. En gros, moi j'ai été la seconde d'une première assistante réelle, ok, une nana qui est extraordinaire.
Suite à ça, je suis passée première, elle est devenue seconde. Et surtout, suite à tout ça, enfin, elle est devenue seconde. Elle m'a secondée parce que je l'ai suppliée en mode, vu qu'on est amis maintenant en plus, reste avec moi. Je ne veux plus jamais faire ma vie sans toi. Et elle est restée trop mignonne. Et en fait, elle est devenue réalisatrice. Et je pense que l'un de mes plus beaux, enfin, mes meilleures anecdotes finalement, c'est le jour où la personne que vous avez énormément admirée et qui vous a donné l'envie de monter aussi au poste qu'elle avait, vous êtes ce poste. Et elle est devenue encore autre chose, c'est-à-dire la réalisatrice. Et donc, notamment, là, sur ce film qui va sortir, c'est un court-métrage, on avait des monstres. Donc, on a dû avoir une journée entière où il y avait une espèce de séquence d'énormes soirées, machin, bazar, une transformation en monstre. Donc, c'est très marrant à filmer, tout ça. Et il y a eu une séquence qui était chouette, un petit moment, où on devait faire des sons seuls. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est des sons seuls. Un son seul, c'est genre le moment où on a besoin d'avoir que des matières sonores, non pas de vidéo, non pas d'image en fait, parce que ça va servir après pour la post-production. Donc c'est son seul, par exemple, admettons là, toutes les deux on se mettrait à marcher en parlant, où je te disais hey salut, ça va? Tu me dirais ouais, ça va, et toi? Oui, trop bien, trop cool. Et bien en fait, on ferait une autre fois cette même séquence sans la filmer, mais juste avec des micros qui prendraient nos pas pendant qu'on discute. Comme ça, en post-prod, on est certain qu'on aura bien le bruit de nos pas pendant que nous on papote sur le dessus, tu vois, que ça paraisse crédible. Parce que si tu vois quelqu'un marcher mais que t'entends pas ses bruits de pas, ça c'est un peu choquant. Bref, voilà ce que c'est un son seul. Donc on devait faire un son seul et à un moment donné on est censé dans le film entendre des hurlements de monstres un peu partout autour du décor, quoi. Et donc on s'est retrouvés avec tous nos figurants qu'on a fait danser, c'était super. Et puis après notre ingé son nous a demandé de faire des sons seuls de cris de monstres. Donc nous avons rassemblé tous nos figurants, nous les avons mis en cercle. Notre réalisatrice, qui est, je répète, une femme extraordinaire, de son prénom Alice, a expliqué à tous ses figurants, qui découvraient pour la plupart aussi le cinéma, ce qu'elle demandait. Elle disait voilà, en fait, j'aurais besoin, si vous êtes d'accord, que vous veniez au milieu de ce cercle, où il se trouve un micro, et que vous hurliez, mais comme si votre vie en dépendait. Pas un cri de panique, mais un cri qui sorte de vos tripes et qui, moi, me servira en tant que réalisatrice plus tard à la post-production, à retraficoter un peu le son pour qu'on ait l'illusion de cris de monstre, quoi. Et en fait, là, du coup, moment complètement lunaire, dans un hangar à Roubaix, bon là, t'es quand même quelque part, des gens inconnus au bâtiment qu'on avait rencontrés le soir même se sont sentis suffisamment à l'aise avec l'équipe pour venir au milieu d'un cercle et hurler. Et on en a pris, mais pas mal, tu vois, des comme ça. Et en fait, franchement, c'était fou. Enfin, moi, j'ai trouvé ça, c'était trop bien. J'ai hâte de voir ça. Tu m'enverras le lien. Ah bah, avec grand une fois plaisir. que c'est sorti. Tu as rencontré beaucoup de gens grâce à tous les métiers que tu as pu faire. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a touché plus qu'une autre? Là, tu nous en as cité 2 déjà. Ouais. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué Une rencontre en tant que personne connue ou en tant que Non, moi, toi, personne, humainement? Bah, du coup, Alice, elle, ça, c'est sûr. C'est Alice comment? Alice Barsby. C'est une réalisatrice, du coup, qui est assistante réelle aussi, qui est excellente. Mais après, non, oui, j'en ai rencontré. J'ai un autre très bon ami aussi qui était mon premier assistant réel. Et j'étais sa seconde. Et maintenant, c'est la personne que j'appelle en voiture pour me moquer de lui allègrement et sur sa vie. Il s'appelle Pedro, que j'adore très très fort. Du coup, je suis en train de me dire, je vais en oublier tellement que ça va être cuisant. Pareil, j'ai eu la chance de rencontrer une costumière qui maintenant est devenue une amie, qui est complètement folle. Elle est formidablement géniale dans son petit grain à elle. Et après, non, dans les personnalités un peu plus folles que j'ai pu rencontrer, où j'ai été hyper émue, mais du coup, en termes de star, c'était Lynn Renaud. J'ai eu la chance de faire un film avec elle, et ça, pour le coup, c'était fou. Genre, juste la voir le matin, et la douceur et la gentillesse qu'elle était, c'était un bonheur. Est-ce que tu peux nous partager un moment où tu as été très fière de ce que tu avais apporté au film? En vrai, je vais reparler d'Alice. Mon Dieu. Je trouverai d'autres anecdotes plus tard, mais c'est vrai que en fait, c'est le dernier projet dont je suis le plus fière. C'est pour ça que je l'ai en tête. Mais à un moment, j'étais hyper fière de moi sur un fait. C'est quand vous recevez un scénario, enfin, en tout cas à mon poste, on le lit. Et une fois qu'il est lu, globalement, on doit papoter avec la réalisatrice ou le réalisateur et voir son en adéquation sur ce qu'il attend de nous, ce qu'on peut proposer, tout ça, machin. Et moi, ce que j'aime faire, c'est ne pas lire la note d'intention des réals. Donc, c'est-à-dire la raison pour laquelle ils ont fait le film. J'aime ne pas le lire, ça, quand je rencontre la personne. Comme ça, quand je la rencontre, je suis vraiment sincère. Et parce que j'ai l'impression de tricher, en fait. Si je sais exactement pourquoi elle a fait ça, mais je vais savoir comment lui plaire, du coup, pour qu'elle me choisisse. Ce qui est complètement con. Donc, ce que je me dis, c'est que je ne le lis pas. Et j'en parle au réal directement après avoir lu le film, en disant, voilà, moi, j'ai ressenti ça en lisant ton film. J'ai pensé à ça, 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 ça. Est-ce que c'est pour ça que tu l'as écrit ou est-ce que je me plante complètement? Et c'est possible que je me plante. Voilà comment ça se passe. Et Alice, typiquement, en plus c'est une amie, donc c'est encore plus particulier de lire le film d'une amie. Moi, ça m'a stressé parce que j'avais trop peur que ce soit nul. Je me suis dit, imagine, c'est nul. Mais en fait, hyper dur de dire c'est de la merde, tu vois. Bref, je lis le film, je le trouve extraordinaire. Et en fait, je l'ai appelé avec une théorie.
tu sais, un peu de falafel, quoi. En mode, bon, écoute, tu me fais un projet comme ça, voilà ma théorie. Et en fait, truc de fou où j'étais trop fière de moi, c'est que j'avais visé juste et même plus encore, tu vois. Et ça, pour le coup, j'étais assez fière, mais pourtant, ça n'a pas aidé le projet en lui-même sur la construction finale. Mais là où ça a pu peut-être apporter une petite pièce, c'était juste être encore une meilleure accompagnatrice, en tout cas pour Alice, pour que son film soit vraiment respecté de A à Z dans la direction qu'elle souhaitait avoir jusqu'au bout, quoi. Et en plus de ça, il y avait une part amicale, donc évidemment, ça aide un peu, quoi. Et c'est comment de travailler justement avec ses amis, surtout quand ça touche à des projets presque personnels, parce qu'il y a la patte de chacun. Après, moi, si tu veux, l'avantage, c'est que maintenant, quand je bosse avec des amis qui sont dans le cinéma, généralement, pour la plupart, je les ai rencontrés pendant un film. Okay. Donc, en fait, c'est d'abord une relation de collègue qui est ensuite devenue une relation amicale. Donc, en fait, c'est juste du bonheur tout le temps, tu vois. Ça, c'est vraiment génial. L'inverse, par exemple, dans mes études, quand j'ai pu étudier avec des personnes qui sont mes amis et qu'après, tu bosses avec eux, ça, c'est beaucoup plus difficile. Parce que du coup, tu te dis, ah tiens, comment la personne réagit, enfin, va elle réagir, ou moi aussi, face à l'image de l'autre sur un plateau. Parce qu'il y a une image quand même, il y a des postures, il y a des règles. Ce que je vous disais, c'est très réglementé. Du coup, ça peut être un peu plus chaud, quoi, parfois. Parce que parfois, on connaît son ami, sauf qu'il va avoir, ou elle va avoir un certain poste qui fait qu'on ne peut pas dire, ah, tiens, je capte que ça va pas. Mais je vais pas le dire, donc, parce que tu ne peux pas forcément tout dire. Est-ce que tu as des manières de préparer tes journées Généralement, je regarde toujours un peu les films des références de mes réals, ça c'est sûr, pour une fois de plus coller au plus à ce qu'ils veulent eux. Et après, non, la façon de me préparer à mes journées, j'ai pas grand-chose de très formel ou tu sais, un espèce de rituel, j'ai pas tant ça. Si ce n'est de bien relire effectivement toutes mes notes et mes prises de notes pour me dire, alors attends, j'ai vraiment rien oublié, s'il vous plaît. Appeler ma deuxième assistante pour lui dire, je vais vraiment rien oublier, on est sûr de ça, parce que bon, j'ai un peu peur. En fait, déjà, le truc, c'est que quand t'es première, t'as deux parties. T'as la partie préparation et tu as la partie tournage. La préparation, moi, je suis des caractères où ça me fait chier et ça me stresse plus que le tournage. Ok. Tu vois, plutôt cette team-là. C'est-à-dire que la prépa, c'est vraiment le moment où tu dois anticiper et tu ne fais que parler de choses qui ne sont pas concrètes. C'est un peu la géométrie dans l'espace, tu vois. Genre le jour où en maths, on t'apprend à calculer des triangles dans le ciel, ça te fait trop chier, tu vois. T'es en mode, non mais attends, pourquoi on le pose pas sur un papier? Enfin, c'est complètement con. Enfin, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. D'ailleurs, tu vois, j'ai même pas retenu mes leçons tellement je trouve ça nul. Mais c'est un peu ça la préparation d'un film, c'est que tu dois tout anticiper pour être sûr qu'il ne se passe rien en tournage, mais en soi, t'es pas concrètement sur le film. Du coup, une fois que moi je suis sur un plateau, ou que je prépare ma journée du lendemain, ça roule, quoi. Enfin, ça glisse sur moi parce que c'est vraiment les moments que j'adore. Généralement, même si jamais j'avais oublié quelque chose, le côté spontané ou trouver une solution ou quoi, ça me stimule énormément, en fait. Le matin, j'imagine que tu es contente de te lever et donc d'aller bosser, puisque tu me disais que le côté prépa te plaisait un peu moins. Pendant ta journée de travail, c'est quoi qui te plaît le plus, à part justement rencontrer les gens? On en avait parlé un peu tout à l'heure. C'est le moment où tu vois que ça a marché. Donc, ce que je te disais, tu prépares... je sais pas, moi, pendant... Faut pas que je parle du film d'Alice, mais je vais faire que ça, sinon il faut que je prenne un autre film. Un film que j'ai bien aimé. Un film hongrois, tiens. Il y a un film hongrois avec une réalisatrice qui s'appelle Bori, qui est pareil, une femme extraordinaire. Donc, ça, c'était un long métrage et c'était trop bien. On a beaucoup parlé en prépa, tu vois, typiquement du métro. Donc, on allait tourner dans un métro et c'était super chiant et il y avait des contraintes et comment on allait faire et la figuration. Et alors là, tu passes des semaines et des semaines à putain de parler de la séquence métro parce que ça va être l'enfer. Bon, t'arrives sur place, de toute façon, t'y es. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis en mode, maintenant j'y suis, donc on va arrêter de tous se stresser un petit peu et on va juste faire et agir. Bon, on tourne la séquence et en fait, le moment le plus génial de mes journées, c'est quand des gros sujets qui ont fait polémique pendant des jours ou des semaines en prépa arrivent sur un plateau et que tu vois ton ou ta réal, donc là, à l'origine, Bori, qui regarde son retour écran, son combo, on appelle ça, et qui sourit de ouf. Qui est genre juste trop contente. Mais genre, tu le sens vraiment. Genre, ça met même ça met une ambiance, une espèce d'odeur de bonheur sur le plateau, tu vois. Et ça pour le coup, moi, ça, c'est mes bons moments de journée, tu vois. Genre, j'estime que ça, c'est mes meilleurs moments de mise en scène, c'est quand... Et en plus, tout le monde est fier de soi, du coup. Parce que si la réalisatrice sourit, alors, on est tous en train de la regarder, on la voit tous sourire, ça nous rend tous fiers. Donc en fait, d'un coup d'un seul, t'as vraiment genre 50 sur les 4 qui lèvent la tête et qui sont trop contents, quoi, en mode de, oh, on a réussi. Ah, trop bien, elle est contente. Tu vois. T'as une satisfaction. Ah, de ouf. Est-ce que dans la suite de ta carrière, il y a d'autres métiers que t'as envie de tester? Je pense pas. Enfin, en tout cas, dans le cinéma, je pense vraiment que j'ai trouvé mon métier. Ça, je n'ai pas trop de doute.
À la limite, voir des évolutions de ce métier. Par exemple, tu vois, genre, entre le cinéma, la publicité, les plateaux télé, les spectacles vivants, enfin, la mise en scène n'a rien à voir. Le mot mise en scène n'est pas le même. Donc, dans le ciné, je pense pas. J'aurais pas d'autre métier. Par contre, ouais, je suis très, très curieuse, et je le fais aussi en ce moment, de découvrir l'univers du spectacle vivant. Donc, tu vois, je suis en train de me renseigner aux côtés de metteurs en scène de théâtre pour voir un peu qu'est-ce qu'ils font, en fait. C'est quoi les bails, c'est quoi leur truc, tu vois. Mais je pense que je resterai toujours en train de graviter autour de la mise en scène. Par contre, voir dans tous les univers, ça c'est intéressant. Encore une nouvelle piste C'est ça. à explorer. L'hyperactive est de retour. Après Caroline à la plage, Jeanne mettait en hyperactive. Quelle casquette va-t-elle choisir? J'aimerais bien que tu nous parles de ton univers. Quel film t'a donné envie de travailler dans le cinéma? S'il y en a un. Bon, tu as répondu au début, donc c'était pas vraiment ce fantasme comme beaucoup peuvent avoir. Après, je fantasmais de... En fait, moi, j'aimais quand même l'art. Faut quand même pas se leurrer. Je me suis pas réveillée un matin comme ça non plus, presque, mais pas tant. Moi, j'aimais beaucoup le théâtre de base. Okay. J'étais une amoureuse du théâtre. Enfin, je le suis toujours. Parce que je trouve cet art merveilleux et que l'énergie des comédiens sur des planches, en tant que spectatrice, ça me renvoie des frissons. Je pense que je suis une putain... Je suis pas très bonne... pleureuse ou quoi, mais par contre, je suis une véritable éponge quand il s'agit de ressentir les humains, tu vois. Donc, une scène de théâtre, c'est formidable. Et à l'époque, en parallèle du théâtre, le cinéaste qui me rendait zinzin, c'était Pedro Almodóvar. Okay. Genre lui, je pense déjà à mes amis qui vont écouter ce podcast et qui vont se dire, elle a encore parlé d'Almodóvar. Elle a réussi à le placer. Au moins une fois par semaine, j'en parle, évidemment, dans une discussion. Ouais, non, moi, je suis très, très amoureuse de Almodóvar, parce que j'ai toujours trouvé ses films brillants. Ma mère adorait ses films, et mon père aussi. En fait, les deux aimaient beaucoup, donc ils avaient des coffrets, et ça a créé, chez moi en tout cas, il y avait une espèce... En plus, ça faisait un truc d'union familiale sur cet univers, parce que vraiment, je vois très bien le coffret de mon papa avec tous les DVD qui étaient d'ailleurs hyper colorés. J'adore les couleurs. Je me dis que c'est trop con, tu vois, mais je suis fan des trucs qui me stimulent. Donc, en fait, des pochettes de films rouge vive, rose, violet. Mais moi, j'adore, tu vois, les univers visuels qu'il avait. Et ouais, non, Almodóvar, pour le coup, ça, j'adore. Un J'adore film en particulier? La mauvaise éducation. La mauvaise éducation et Parle avec elle. La mauvaise éducation, c'est pour moi. Genre, personnellement, j'aime ce film. La mauvaise éducation, c'est le scénario qui est fou. Et Parle avec elle, c'est très particulier, c'est très spé, c'est poussé. Et c'est aussi dedans où il y a la musique. Enfin, il y a une musique où mon papa m'avait dit à l'époque que c'est sa musique préférée de film. Okay. Qui s'appelle Coucou Coucou Paloma. Et c'est vrai que c'est une musique extraordinaire à écouter dans votre vie quotidienne quand vous travaillez, mais aussi en regardant ce film. Parle avec elle, n'hésitez pas à y aller. Mais deux films d'Almodóvar. On les aime tous en vrai. Un film que tu aurais rêvé d'assister? Un film d'Alan Parker, je pense. Parce qu'il a l'air vraiment chez père. Tu vois, typiquement, Alan Parker, ce que je trouve fou, c'est que c'est des films qui sont hyper ancrés dans le réel. Je sais pas si tu as vu ça. Il y a Mississippi Burning, il y a Midnight Express, t'as Birdie, t'as Bugsy Malone aussi, qui est de lui, le premier film avec Jodie Foster. Et je le trouve... T'as Angel Heart, quoi. Personne n'en parle. Genre, d'où il n'y a pas un jour férié pour que tout le monde regarde ce film, quoi, en fait. Ouais, je pense que j'aurais rêvé bosser avec Alan Parker. Parce qu'il a une façon de voir le cinéma qui est pas du tout comme Almodóvar. Almodóvar, c'est genre... c'est comme le moment dans Ratatouille où le rat, il prend du fromage et de la confiture. Ça fait l'effet Almodóvar, tu vois. Genre, trop bien et tout machin. Alan Parker, c'est plutôt genre, tu te prends un gros coup de froid, mais le paysage est beau. Mais par contre, vraiment, tu te pelles. Genre, t'es tout nu sur le Groenland, t'as juste envie de crever, mais tu peux pas t'empêcher d'admirer quand même la vue, quoi. En vrai, David Lynch, j'aurais bien aimé aussi. Mais c'est un peu... genre, tout le monde dit David Lynch. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fous, je vais le dire quand même. Dans Lynch, j'aurais beaucoup aimé. Enfin, je pense qu'il était fou. Enfin, qu'il avait quand même un grain et en même temps, il paraissait très gentil. Donc ça devait être assez intéressant. Est-ce que tu peux me citer aussi un court-métrage? Un court-métrage? Regarder, oui. Ah, absolument regarder? Oui. Oh, alors là, récemment, je vous dirais... Le dernier que j'ai vu... Ah, bah attends, je vais évidemment dire celui de Nixon Singa, parce que Nixon, c'est le sang. Joya. Allez regarder Joya. Parce que j'ai bossé dessus en plus, avec un réalisateur qui était une petite perle, un petit bonbon. Ah ouais, franchement, parfois, il y a des rencontres comme ça où tu te dis, putain, mais ça fait du bien de faire des bons films avec des bons gens, t'as un peu foi en l'humanité. Donc allez voir Joya. Je sais pas si tu lis, est-ce que tu as un livre sur le cinéma ou sur ton métier à recommander? Alors, sur le cinéma, moi, j'ai j'ai des livres sur l'analyse des films d'Almodóvar, voilà, histoire de vraiment pousser le délire. Non, sur le cinoche,
Ben, tiens, si, je vous recommanderais un roman graphique. Il y a un roman graphique qui ne va absolument pas vous expliquer comment ça se passe sur un plateau, mais qui vous dira que ouais, le premier film a été réalisé par une femme. Et c'est Alice Guy. Oui. Voilà. Donc, tu as un roman graphique de Catel, c'est excellent. Excellent. Et ton film préféré? C'est hyper dur, ça, comme question. Tu peux en donner 3 si tu veux. Tu peux en donner 20, Jeanne, n'hésite pas. Ah non, je pourrais pas. Des films préférés. Ou sinon, les 3 films qui popent un peu dans ta tête quand je te pose cette question. En fait, moi, je vais réagir en mode, je vais me dire, quels sont les films qui m'ont transcendé. Tiens, au moins comme ça, tu vois, je suis sûre que je dis pas de la merde. Et le dernier en date, c'était The Whale de Darren Aronofsky. Donc, je sais pas si vous connaissez Darren Aronofsky. Darren Aronofsky, celui qui a fait Black Swan, Requiem for a Dream, tout ça. Il va pas très bien, je pense, Darren, dans sa vie. Mais c'est pas grave, c'est ok, lol. Ouais, The Whale. Moi, The Whale, ça m'a complètement chamboulé. C'était la première fois de ma vie que je pleurais devant un film. J'avais jamais réussi à... C'est vrai? Ouais. Je peux pleurer au théâtre, pas devant les films. Ah, c'est fou ça. Ouais. Maintenant, j'apprends, j'essaye de plus en plus. Mais c'est vrai que de base, j'ai du mal à lâcher complètement parce que ça reste une image, enfin, c'est trop bizarre. Et The Whale, typiquement, ça a été un peu mon déclencheur parce que maintenant j'y arrive. J'ai pleuré, mais Moi aussi, tout ce que j'avais. pleuré. En plus, je l'avais vu au cinéma, Ouais, donc t'as pareil. vraiment plongé. Mais il est magnifique. Puis en plus, ce que j'aime, c'est que c'est malin. C'est que c'est hyper. Enfin, tout est beau. Tout est bien foutu. C'est beau. C'est beau c'est beau dans l'affreux, malheureusement. Mais. Ah ouais, putain. Tu vois, rien que d'y repenser à ce film, pour le coup, ouais, je me suis fait vraiment attraper comme pas deux. Ouais. On va bientôt clôturer. Si tu devais me définir le monde du cinéma avec un mot. Farfelu. Ok. Un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut entrer dans les métiers du cinéma? Eh bien, écoute, le même que je donne à mes élèves, c'est vraiment genre persister. Moi, je suis persuadée, mais ça, c'est des pensées de petite fille, certes. Si vous êtes fait pour ça, vous le savez. Une fois que vous y avez goûté, vous le voulez. Donc, faut y aller. Vraiment, faut continuer. Et même si la vie paraît dure et qu'on n'a pas de thunes et que c'est super chiant, bah, faut se démerder. Parce que malheureusement, ces milieux-là, c'est pas du tout simple d'y rentrer. C'est vrai, mais en forçant un peu les portes, on y arrive toujours. Pour finir, quel conseil tu donneras à quelqu'un qui cherche sa voie? Bah, de toute façon, essayez parce que au pire, quoi. Non, mais en vrai, ouais, non, c'est dans la vie, genre, tant qu'on n'essaie pas, on ne sait pas. Et ouais, faut prendre des risques. Et parfois, il coûte hyper cher et ça fait vachement peur, mais faut y aller. Et on verra après. De toute façon, c'est en se pétant la gueule qu'on se rend compte de l'état de la croûte. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut un petit peu réaliser aussi ce qu'on fait. Merci beaucoup, Jeanne, d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était vraiment passionnant. J'ai été ravie de t'accueillir ici. Merci à toi. J'espère que ma voix n'a pas été trop picassiette. Non, c'était parfait. Je suis Ilham Ayad. Merci d'avoir écouté Ciné Qua Non. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Si cet épisode vous a plu et que vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire et vous abonner. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Je vous mets le lien en description.